Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Il est en poste, le nouveau président de la Chambre d'agriculture, installé ce mardi à Yaoundé. Dans le journal, les prescriptions et les missions assignées à Martin Paul Minjos. Il est décidément bien en place, le Covid-19 qui se fait de plus en plus virulent avec 39 000 cas décomptés par les autorités sanitaires au Cameroun. Le 20h30 ouvre le dossier sur l'état de la pandémie cette semaine. Lui s'en est allé, le ministre Adoum Gargoum était inhumé ce mardi au cimetière de Ngoulemakan, honoré par des obsèques officielles décidées par le chef de l'État. Voilà pour les titres, développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. C'est une nouvelle impulsion à la tête de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. Martin Paul Minjos Momeni, le président récemment nommé, est désormais aux commandes de cette chambre consulaire. Il prenait fonction ce mardi au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, qui lui prescrit la restauration de la gouvernance financière et la modernisation de la CAPEF. Reportage Franck Evina. C'est la consécration d'une volonté présidentielle. Martin Paul Minjos Momeni est nommé à la tête de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts le 24 février 2021. Avant lui, c'était Joseph Roland Mata, dont la mémoire est saluée à travers une minute de silence. À 55 ans, le nouveau patron de la Chambre d'agriculture est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, dira le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe. Ingénieur d'agriculture, il totalise 26 années de service dans l'administration avec des postes de responsabilité au ministère des Mines et au ministère de l'Agriculture, où il était précédemment directeur des études, des programmes et de la programmation. Une expérience renforcée par des études professionnelles approfondies en administration et gestion. Avec ses connaissances en agriculture et en industrie, Martin Minjos Momeni devra impulser une nouvelle dynamique dans une chambre d'agriculture en proie à des tensions de trésorerie. 3 ans déjà que l'institution consulaire fonctionne sans budget. Il faut permettre à la chambre de retrouver un équilibre financier et ensuite la résolution des problèmes techniques, notamment tous les appuis qu'attendent les ressortissants de la Chambre. Originaire de la Bumba Ngoko, dans la région de l'Est, Martin Paul Minjos Momeni est marié et père de 6 enfants. Il faut dire que très souvent, les missions de cette chambre consulaire sont mal connues du grand public. Pourtant, la chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts constitue un puissant levier du développement, notamment pour les acteurs du monde rural qui sont de plus en plus introduits dans l'agriculture de seconde génération et de ce Made in Cameroun. Une véritable révolution est donc attendue de cette structure. Cyril King-Mbépé. Le premier levier à actionner pour une chambre qui obtient des résultats, c'est sortir des bureaux pour rencontrer dans les profondeurs les acteurs de terrain. Une chambre d'agriculture doit être décentralisée pour toucher du doigt les réalités du terrain, que chaque région ayant ses réalités culturelles, climatiques, etc., il faudrait que une chambre régionale puisse développer les politiques de sa région. Au niveau départemental aussi, ça peut se faire. Donc, il faut qu'on se projette dans le temps et donner les moyens nécessaires. Il faut ensuite créer des débouchés et professionnaliser les filières agriculture, pêche, élevage, forêt et faune. Les producteurs manquent énormément d'informations.
La Chambre d'agriculture devrait s'impliquer dans le développement des canaux d'information pour permettre aux producteurs de recevoir l'information, la bonne et au bon moment. Autre défi, réaliser le machinisme dont les premières lueurs ont été perçues en 2015. On a commencé à travailler, mais on n'a pas de moyens, on n'a pas de financement. Qu'on organise des grandes exploitations cacaoyères, comme on entend ailleurs. Ça, c'est nos principales attentes. Enfin, les exploitations doivent dépasser le niveau familial. La Chambre, au chevet des producteurs, c'est le chemin vers l'émergence de l'agriculture. Des obsèques officielles en hommage au ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique. C'est un décret du président de la République, son Excellence Paul Biya, signé ce mardi 9 mars, qui instituait ces obsèques officielles en l'honneur de M. Adoum Gargoum, décédé hier lundi 8 mars, des suites de la communiqué du Premier ministre, chef du gouvernement. L'inhumation a eu lieu ce mardi après-midi au cimetière municipal de Ngoulmakon sous la houlette du représentant personnel du chef de l'État, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo. Le reportage de Séverin Alégambélé. Un hommage rendu à un serviteur de l'État. Adoum Gargoum, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le monde islamique, a reçu à l'entame de son dernier voyage sur Terre la considération accordée au mérite reconnu pour les loyaux services à la nation. Du point de vue des symboles, le chef de l'État est représenté aux obsèques en plusieurs tableaux par Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. À l'esplanade de la grande mosquée de Tinga, un rassemblement de personnes, à la fois autorités publiques, parents, amis et connaissances du défunt, une foule d'anonymes participe à la prière mortuaire devant le cercueil recouvert du drapeau tricolore, vert ou jaune, signe de fidélité, dévouement et patriotisme. Au loin, on peut entendre les invocations à la miséricorde divine de l'imam Bouba qui conduit la courte prière. En substance, il demande à Allah d'absoudre le disparu, de le protéger des tourments de la tombe et du supplice du feu. La mise rituelle en terre se fait au cimetière municipal de Ngoulmakon, sur la route de Yaoundé-Soa, en présence du ministre directeur du cabinet civil représentant le chef de l'État, dans le même esprit de recueillement. Le ministre Adoum Gargoum s'est éteint ce 8 mars 2021, laissant au ministère des Relations extérieures où il était en poste depuis décembre 1997 l'image d'un haut commis de l'État. La vie de l'homme, du fonctionnaire discret, s'est arrêtée. Il laisse les souvenirs qu'il mérite. Reconnaissance et hommage également à l'immeuble Étoile, ou une minute de silence en la mémoire du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique a marqué l'ouverture ce mardi matin de la deuxième session ordinaire du Conseil de directeur du Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants. Ces travaux, présidés par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, ont tablé essentiellement sur la stratégie de réintégration sociale de ces ex-combattants. À l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. À ce jour, ils sont 651 ex-combattants de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. La moyenne d'âge se situe en dessous de 29 ans. Médiocre est leur niveau éducatif. La majorité est en couple avec des enfants en charge. Comment, dans cet univers éclaté, assurer leur réintégration? Après être formés, ils vont être installés soit à leur compte, soit en groupe. Ceux qui vont rapidement finir ces formations, nous allons tout faire pour les mettre sur le terrain. Nous avons des moyens au DDR. Sont également pris en considération les besoins des ex-combattants, lesquels sont intimement liés à leur milieu de vie d'antan. Dans l'extrême nord, la population est essentiellement impliquée dans les activités agricoles et pastorales, tandis que dans le nord-ouest et le sud-ouest, la population est impliquée dans les activités commerciales et artisanales. Les ex-combattants de la région de l'extrême nord sont pour la plupart des agriculteurs et éleveurs, et nous mettons l'accent dans ces formations-là. Nous faisons dans le poulailler, nous faisons dans la porcherie, nous faisons
dans l'élevage de légumes. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté a invité l'assistance à observer une minute de silence à la mémoire du ministre Adoum Gargoum, décédé lundi des suites de maladie. Fin ce mardi de la visite de travail du ministre de l'administration territoriale dans la région de l'extrême nord, une visite consacrée au rapatriement de 342 réfugiés nigérians de Amchidé au Cameroun vers Banki au Nigeria. Les deux personnalités sur la scène, aux côtés du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le gouverneur de l'État de Borno et le ministre Paul Atanganji, ont donc salué l'excellence de la coopération entre les deux pays à travers la qualité de l'accueil qui est réservé à ces réfugiés nigérians au camp de Minawao. L'envoyé spécial Augustin Guizana raconte l'arrivée de ces réfugiés sur leur terre natale à Banki. Amchidé, les stigmates des affres de la guerre contre Boko Haram sont encore visibles. La localité de l'arrondissement de Kolofata dans l'Omayo-Saba région de l'extrême nord partage plus de 30 km de frontière avec le Nigeria, au cœur d'une guerre contre Boko Haram depuis 2014. La localité est désertée par ses habitants. Pas moins de 15 000 âmes avaient fui selon les autorités locales. Mais aujourd'hui, le village montre des signes d'une nouvelle vie. La guerre contre le mal est en train d'être gagnée. La preuve est le retour de ces populations déplacées et aussi des réfugiés nigérians que nous célébrons aujourd'hui. La localité transfrontalière, plaque tournante des échanges commerciaux terrestres entre le Cameroun et le Nigeria, aspire à son redécollage. Les différents orateurs du jour ont attribué une mention spéciale aux forces de défense et de sécurité camerounaises et à la force mixte multinationale dirigée par le général de brigade Boubado Bekrio. Grâce à ces efforts, les déplacés internes rentrent. Les écoles ont réouvert ici. Amchidé, l'espoir d'une vie meilleure. Nos excuses pour la fin brutale de ce reportage de Augustin Guizana. Et pour le contexte, ces réfugiés nigérians retournent chez eux après un séjour d'un peu plus de 8 mois en moyenne au camp de Minawao. Et du coup, beaucoup d'émotions hier lundi au camp lors du départ volontaire de cette deuxième vague. Abdoulaziz Amadou a capté quelques larmes. Moment de vive émotion ce 8 mars au camp de Minawao. Entre la joie de retrouver leur terre natale et la douleur de la séparation d'avec ceux qu'ils considèrent comme membres de leur nouvelle famille, les 400 réfugiés de cette vague de rapatriement volontaire avaient le sentiment partagé. Certains n'ont pas hésité à fondre en larmes. D'autres, comme ce cinquantenaire qui ont su gérer leurs émotions, attendent sereinement leur tour. C'est un grand moment que nous avons vécu ce matin au camp. Ce n'est pas facile de voir des amis, des frères et des sœurs partir. Merci au gouvernement camerounais qui a rendu notre séjour agréable. L'esprit est déjà au Nigeria, mais le cœur restera toujours au Cameroun, terre d'accueil et d'hospitalité, explique-t-il. Le Cameroun, c'est désormais mon pays. Je rentre bientôt chez moi, mais je reviendrai au Cameroun parce que je me suis fait beaucoup d'amis ici. C'est un très bon pays. Dans ce camp des réfugiés, plus de 50 000 âmes cohabitent depuis 2013. Le départ volontaire de cette deuxième vague est la matérialisation de l'accord tripartite signé entre les gouvernements du Cameroun, du Nigeria et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en février dernier. L'autre actualité, c'est bien la remobilisation tous azimuts pour vaincre la deuxième vague du Covid-19. Le dossier du 20h30 fait le point des préoccupations actuelles. Premier constat, la pratique de plus en plus courante de la prise en charge des malades du Covid-19 à domicile, dans le cocon familial, avec en plus du protocole médical ordinaire des potions naturelles. Une option qui exige cependant de nombreuses précautions, selon ce que dit ici Irène Ndjanafouda. Le coronavirus est venu bousculer les habitudes de cette famille qui sort de loin. Le père, la mère et 3 des 5 enfants testés positifs avaient opté pour l'automédication et des potions magiques dans le but de recouvrer la santé. J'ai pris la zithromycine, la chloroquine,
l'amorciclave, la vitamine C, le zinc. Mon époux a pris le remède de Cléda et une de mes filles a pris la Témésia de Madagascar. Et en dehors de ça, on faisait le thé au gingembre, on faisait aussi les bains de vapeur. Et quand nous avons fini notre traitement, ces tests ont été négatifs. Les parents et la fratrie se sont serrés les coudes pour gérer les cas de maladie à l'abri des regards. La prise en charge à domicile obéit à une logique. Mater les déplacements dans le domicile. Absolument. Toujours porter le masque et respecter une certaine distance. On fournit des médicaments et il y a des posologies qui vont avec. Pas d'automédication. Pour maintenir la porte fermée au coronavirus, il est vivement recommandé de respecter ces consignes en associant le corps médical au suivi dans le cocon familial. L'autre préoccupation dans ce dur combat contre le Covid-19 concerne cette grave désinvolture trop visible dans le secteur des transports en commun. Transporteurs et passagers arborent rarement le masque aujourd'hui. La surcharge est d'ailleurs revenue au galop. Les constats à Yaoundé, Pierre Bihinambarga. Une réalité nous convainc. La caméra de la CRTV a un pouvoir. Quand elle est là, tout le monde se conforme à la loi. Pas de procès d'intention. Chaque personne qui doit entrer à l'agence doit laver d'abord ses mains. Ensuite, munir de son cache-nez. Ailleurs, le chef d'agence parle d'un combat sur fond d'intimidation, avec des clients parfois téméraires. C'est un refus qui ne porte pas. C'est un pas même qui a dit même qu'on les rembourse les billets. Les mesures barrières sont dans la rue, avec ces voitures jaunes. Non, on ne peut pas s'amuser avec cette histoire. Mais si par exemple vous m'avez vu sans masque actuellement, c'est juste parce que je venais peut-être de la perdre. Quand on se portait, on se portait le client aussi. On demande au client de se porter aussi avant de monter le taxi. Au ministère des Transports, on attend un communiqué dans le sens de l'implémentation des mesures barrières. Pendant ce temps, les syndicats disent des choses. Nous reconnaissons qu'il y a résurgence de la Covid-19 au sein de la communauté camerounaise. Malheureusement, nous ne sommes pas impliqués dans l'élaboration des mesures barrières. Pour tout dire, dans ce secteur des transports, il faut absolument frapper du poing sur la table. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Ce message du chef de l'État indique naturellement le point de la riposte nationale dans le 20h30 contre le Covid-19, avec ce soir des chiffres qui parlent et qui appellent encore une fois la prise de conscience, parce qu'en attendant la prochaine mise à jour, le bilan global des cas positifs avoisine les 39 000. Le taux de sévérité, lui, est remonté de 2%. Lumière sur ces chiffres avec Évariste Eyenga et son invité que nous retrouvons au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir, c'est sans doute le fait majeur le plus accrocheur depuis le début de la riposte nationale contre le coronavirus Covid-19. Le pic du mois de juillet 2020 a été dépassé lors de la dernière semaine comprise entre le 24 février et le 3 mars 2021. 3000 cas positifs enregistrés dans l'ensemble du territoire national. Cela est inédit avec pratiquement 37 décès enregistrés dans le même intervalle de temps. Jamais on a vécu cela au cours de cette riposte. Et les chiffres globaux au Cameroun indiquent pour la même période 38 988 cas confirmés contre 588 décès. Il s'agit du bilan global. 34 887 ont guéri de cette maladie.
maladie avec un nombre de cas, un peu de cas actifs de 3513. Ça aussi, c'est inédit. Également, la remontée du taux de sévérité, lui qui était en dessous de 1% maintenant, il affiche il affiche désormais 2% du taux de sévérité, c'est-à-dire qu'il y a un impact sur les hospitalisations et on peut le voir à ce jour, c'est pratiquement 408 cas qui sont sous hospitalisation avec près de 70 sous oxygénothérapie. Vous comprenez que les choses évoluent, la tendance est donc haussière. C'est entendu et c'est constaté, Évariste. Merci, vous étiez tout seul, sans vos habituels invités, mais c'était tout à fait clair également. La suite du journal avec ce qui fait débat ce début de semaine au Cameroun, le lycée bilingue de Kribi et bien d'autres établissements scolaires qui défraient la chronique au sujet d'affaires. Depuis quelques jours, ce sont 16 élèves qui pratiquent et publient sur les réseaux sociaux des scènes à caractère érotique. C'est la face visible de l'iceberg, on le croit. Quant à ce qui a réellement cours au sein de ces établissements, comment en est-on arrivé là? Que peuvent les parents, les responsables des établissements, qu'envisagent les pouvoirs publics? Des axes de réponse dans cette enquête de Martine Noël-Dengue. Ce n'est pas un rêve, il s'agit bien du bleu des lycées du Cameroun, le gris des garçons qu'on devine derrière ces images que la décence commande de flouter. Une première, une deuxième, la toile véhicule le choc émotionnel, le corps enseignant porte la déviance telle une croix. Les enfants d'aujourd'hui sont très précoces, intelligents. Il est question pour les établissements scolaires et même pour les familles de trouver des moyens d'accompagnement pour orienter leurs pulsions, orienter leur intelligence de façon positive. Les parents ne sont pas tout à fait irresponsables de cet état des faits. Il faut que les parents reprennent en main l'éducation de leurs enfants parce que les parents ont abandonné à l'école l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants sont éduqués par les réseaux sociaux. La famille, en tant que premier niveau de socialisation des enfants, doit d'abord jouer le rôle d'encadreur et puis établir le dialogue entre les enfants. Le problème n'est pas nouveau et le mal est même très profond. Je vous dis que si on va mener une enquête, on va se rendre compte que ces enfants étaient sous l'emprise de la drogue. C'est ça qui leur a donné le pouvoir, la force, qui se sont dit qu'ils peuvent faire ce que vous avez vu. Il faudrait qu'on essaie de repenser un peu les règlements intérieurs. On n'a plus droit à l'utilisation du fouet, le fouet qui était dissuasif, le droit de récupérer les téléphones et de les détruire. Aujourd'hui, on nous dit non, on ne peut plus récupérer les téléphones. Comment rattraper maintenant que les images circulent? On sera passé à autre chose dans peu de temps certainement, mais si on y prend garde, la jeunesse est sur une pente glissante. D'une grave déviance sociale à l'autre, ceux-ci, on les appelle oiseaux de nuit. Dans les grandes villes, ce sont ces voleurs à l'arracher. Ils opèrent à bord de motos pour arracher sac à main, mallettes, téléphones ou ordinateurs portables. Et parfois, ils se font passer pour des mototaximens en quête de clients qui se font voler ensuite. Ces histoires foisonnent dans nos conversations, mais que font les forces de l'ordre et qu'en disent les syndicats de mototaxi? Barbara Padjama a mené l'enquête. Généralement, le coup est précis et rapide et la victime tétanisée, désarmée. Je tenais mon sac comme ça là. Je prenais la moto là. Il y a l'autre qui est venu, il a arraché et il est parti. Typique du vol à l'arraché. Des voleurs à bord d'une moto qui savent exactement ce qu'ils recherchent et qui visent avec une arme blanche qu'ils pointent de manière subtile. Ça peut être un couteau, ça peut être une lame ou toute autre arme blanche. Il descend rapidement de la moto et puis si c'est le sac en bandoulière tel que vous l'avez, il sort son arme blanche pour intimider la victime. Il coupe la corde du sac. A priori, la nuit est leur scène de crime favorite, mais leurs heures de service sont élastiques. C'était aux environs de 17-18, c'était même pas dans
Parfois, des personnes à bord des taxis, ils font sortir l'un des leurs qui joue à celui qui stoppe le taxi. Et lorsque le taxi s'arrête à son niveau, il fait comme s'il ouvre la portière et pour s'en saisir rapidement et s'enfuir dans le quartier. Face à une colonie de victimes, la police et les autres forces de maintien de l'ordre sont entrées en guerre contre ces hors-la-loi. Elles conduisent différentes stratégies de chasse à l'homme groupées. La police fait une battue dans la zone. La collaboration de la population et des chefs de quartier, ils arrivent à les dénoncer et puis nous arrivons à mettre la main sur eux après les enquêtes. Ils veulent la vie facile. Et quand cela est interpellé, automatiquement, la loi doit agir. Le mode opératoire de ces faux mototaximens immobilise parfois la justice populaire. Tout le monde me regardait, personne ne voulait rien faire. Ces vols à l'arraché emportent un téléphone, des pièces personnelles, une somme d'argent, bref, une partie de nous dans un sac à main qui s'éloigne. Vous emportez mon cœur dans votre sac à main. Parlons à présent diplomatie parlementaire avec cette audience du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, qui a reçu cette mi-journée l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence Abdelallah Mohamed Al-Seabi et son hôte ont ainsi passé en revue la riche coopération bilatérale entre nos deux pays. Le compte rendu de Clarisse Tang. Riyad et Yaoundé entretiennent d'excellentes relations, convergence de vues qui dure depuis 57 ans et se traduit par une coopération diversifiée. Arrivé au Cameroun depuis quelques mois, son Excellence Abdelallah Mohamed Al-Seabi et son hôte le très honorable Kavaye Djibril ont échangé 1 heure durant sur les divers axes de coopération parlementaire à explorer. Nous avons discuté de la nécessité de renforcer les relations parlementaires entre nos deux pays. Nous voudrions également organiser un échange de visites entre les groupes d'amitié parlementaires entre les deux pays, échanger les expériences parlementaires entre les deux pays. En termes de réalisation, le portefeuille des financements saoudiens au Cameroun se chiffre à un peu plus de 120 milliards de francs CFA. Les liens entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Cameroun se renforcent au fil des ans. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est sur le terrain, un tour des 10 régions pour expliquer la batterie de mesures entreprises au MINFOPRA pour simplifier et dématérialiser les procédures administratives. Les responsables de la région du Nord, où il a entamé cette visite, étaient édifiés ainsi par le ministre Joseph Lé au cours d'un échange ce dernier samedi. Ce mardi, c'était la suite de la visite de travail dans la région de l'extrême nord. Nous revenons d'abord à l'étape de Garoua, racontée par Claver Pascal Ndanga. Fini le long et coûteux voyage à Yaoundé avec leur lot de tracasseries pour les agents publics et usagers de la région du Nord pour le suivi de leurs dossiers. De la notification en passant par la certification et les nombreux services en ligne, c'est une révolution numérique en marche au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative dans l'élan de modernisation de l'administration camerounaise. Le chef de l'État nous demande d'amener l'administration vers les administrés. Que l'administration ne soit pas un monstre redouté par les administrés. C'est pour ça que nous faisons tout ce qui est possible pour que la plupart des procédures soient dématérialisées et simplifiées. Des progrès significatifs sont également enregistrés dans l'organisation des concours administratifs et le MINFOPRA entend aller plus loin après l'échange avec les délégués et autres responsables régionaux qui a permis d'expliquer le bien fondé de ces innovations. Le ministre Joseph Lé, qui accompagne le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, s'est rendu à la délégation régionale de la fonction publique du Nord pour s'assurer de la fiabilité des installations de la salle multimédia en cours d'installation.
Les condoléances de la communauté Bandjoun de Yaoundé au ministre Philippe Mbargambois suite au décès de son épouse, née Madeleine Mokongo, décès survenu le 28 février. La délégation était conduite au domicile du ministre Mbargambois par le député Albert Quinché. Jean-Pierre Congé. Geste de réconfort, la visite de la délégation de la communauté Bandjoun de Yaoundé au ministre Philippe Mbargambois se voulait avant tout un acte de fraternité, un élan de solidarité des membres de la famille Bandjoun envers leur frère durement éprouvé par le décès de son épouse Madeleine Mekongo. Le ministre Mbargambois, en croire l'honorable Albert Quinché, a toujours été aux côtés de la communauté dans les moments heureux et malheureux. Un geste de compassion apprécié par l'autre et une posture de fraternité assumée par l'ensemble de la famille du veuf. Les Bandjoun, chez nous, ici, sont devenus nos frères. Merci à l'honorable qui a bien consolidé ce chemin-là, qui a bien consolidé cette amitié qui est devenue aujourd'hui une fraternité. Il a décrit ma belle-sœur, notre femme, comme nous la connaissions. Elle, c'était la prière. Elle, c'était la bonne cuisine. Elle, c'était le symbole même du bon accueil et surtout de l'élégance. L'honorable Quinché et sa délégation ont prié pour le repos éternel de l'âme de celle qui avait avec lui une relation de mère et enfant et qui le nourrissait de ses précieux conseils. Et promesse a été faite au ministre Philippe Mbargambois de pouvoir toujours compter sur sa famille de cœur, les Bandjoun. La page des sports avec cette annonce d'un gymnase moderne couvert pour la Fédération camerounaise de judo dans les 12 prochains mois. C'est là un don annoncé par l'ambassadeur du Japon au Cameroun. Le contrat a été signé ce mardi à Yaoundé entre son Excellence Osawa Tsutomo et l'ambassadeur nippon donc et Alain Christian Kingé qui est le président de cette fédération. Le récit de Évariste Yenga. Un toast pour saluer un résultat sportif de la coopération Japon-Cameroun. C'est un don d'un gymnase pour la pratique du judo. Le contrat scellé ce mardi en fait foi entre l'ambassade du Japon à Yaoundé et la fédération. Le gouvernement du Japon a décidé de financer ce projet historique pour non seulement pratiquer le judo, mais aussi organiser la compétition nationale. L'offre issue de l'appui au micro-projet de promotion de la culture japonaise vient combler un vide. Il est question comme ça pour nous de laisser une marque. Et notre marque, c'est déjà un lieu de pratique périn pour le judo au Cameroun. Et ça nous amène comme ça à penser que il faudrait que le judo ait un maillage national. Donc ce n'est que le début du commencement d'une longue aventure. Selon le secrétaire général de la fédération, le coût du gymnase est de 51 550 000. Il occupera une superficie de 750 mètres carrés dans la ville de Soa. Alain Bruno Makolo, le représentant du ministre des Sports, dira au chef de mission diplomatique d'Extrême-Orient la gratitude du mouvement sportif national. Délai de livraison, 12 mois, à compter de ce jour. Et c'est la fin du journal. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo et Augustin Ngononga. Retrouvez immédiatement sur cette antenne Séverin Alégambélé et ses invités dans le magazine Entre les lignes. Magazine consacré ce soir à la problématique du logement social au Cameroun. Très belle soirée donc sur la CRTV et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.